Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Cet épisode sera celui qui traitera des favoris du Giro 2025. Effectivement, le Giro, c'est le premier grand tour de l'année et ça commence bientôt, puisque ça commence, attention, vendredi, et non pas samedi, 9 mai 2025. Donc on commence par 3 jours en Albanie et ensuite on fera une journée de repos. Donc il y aura 3 journées de repos sur ce Giro, ce qui fait qu'on commence donc un vendredi. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse plusieurs vidéos, plusieurs podcasts sur ce Giro. Tout d'abord, le premier, ce sera la présentation des favoris, qu'on puisse un peu faire nos pronostics. Et ensuite, à chaque fois, on se penchera avant chaque semaine sur le parcours de la semaine pour essayer d'imaginer les différentes stratégies qui pourraient être mises en place par les coureurs. Et tout ça à la lueur des enseignements de la semaine dernière. Donc là, on va commencer tout de suite avec les favoris. Pour ça, il faut quand même qu'on jette un coup d'œil rapide au parcours. Donc, comme je vous le disais, l'objectif, ça sera pas de rentrer vraiment dans le détail, mais on va le survoler rapidement. Tout d'abord, le Giro commence par 3 jours en Albanie. Donc c'est quelque chose d'assez novateur, avec un parcours assez sympa, il faut le dire, qui sera assez vallonné. On a un premier chrono qui fera déjà des premiers écarts au général, donc le deuxième jour, le samedi donc, un chrono de 13 km, avec une petite bosse au milieu, mais bon, sinon sur le reste c'est plat, mais bon, il y a une petite bosse quand même. Donc c'est pas totalement adapté aux purs spécialistes. On pourrait déjà avoir un Primoz Roglic ou un Juan Ayuso par exemple en rose après la deuxième étape, mais bon, on en reparlera juste après. Donc un week-end assez accidenté en Albanie, mais bon, à part le chrono, je pense qu'il n'y aura pas trop d'écart au général, même si on n'est jamais à l'abri. On sait que sur les premiers week-ends, il se passe parfois des choses un peu particulières. On se souvient du Pays Basque, notamment au Tour de France en 2023, ce genre de choses. Donc à surveiller, des parcours qui sont sympas, mais en termes d'écart au général, a priori, ça devrait bouger que sur le chrono. Ensuite, premier jour de repos le lundi 12. Et ensuite, une semaine où il va pas se passer grand-chose, mais il y a quand même quelques petites arrivées au sommet. Donc on a du sprint, on a une première arrivée, la cinquième étape, donc le mercredi 14, au sommet à Matera. Donc c'est pas très haut. C'est un parcours, comment dire, de moyenne montagne, on pourrait dire, avec une arrivée qui est quand même difficile. Donc je pense que ça devrait quand même jouer ça devrait quand même jouer la gagne pour les favoris. Donc on a une rampe à la fin qui fait, c'est à peu près sur du 8%, et puis en fait ça monte, ça descend, etc. On a un col avant qui fait 5 km à 5%, donc bon, on aura peut-être un sprint en côte au sommet à l'arrivée. On en reparlera plus tard, mais donc là, possiblement des tout petits écarts, mais ça se jouera plus aux bonifications. Donc on se souvient donc cette étape-ci, l'étape 5, qui arrive à Matera. Ensuite, à peu près dans la même veine, l'étape 7, qui est le 16 mai, qui arrive donc à Tagliacozzo, avec la première vraie arrivée au sommet, on peut ainsi dire, de ce Giro, qui pourra faire des premiers écarts. Donc là, on est à l'étape 7, et donc on aura déjà eu un chrono, un sprint en bosse, et là, une première arrivée légèrement au sommet. Donc la dernière col, c'est 12 km à 5,6%, mais la dernière rampe, c'est 2,5 km à 9% de moyenne. Donc là, première arrivée, on va avoir des écarts au sommet. On peut aussi attendre un sprint des cimes, hein, c'est possible aussi qu'il se passe ce genre de choses, mais on peut avoir des premières défaillances. C'est une étape qui est pas toute plate, notamment avant. On a 3400 mètres de dénivelé positif, donc une première étape dans la première semaine où on peut avoir des écarts. Étape 8, étape 8 pour Baroudeur. Je pense qu'on n'aura pas de défaillance, mais c'est quand même 3800 mètres de dénivelé positif, donc c'est pas rien. C'est quand même une semaine qui est assez casse-pattes finalement, même si on aura un sprint à Naples et un sprint à Lecce. Euh, on a pas mal d'étapes casse-pattes qui peuvent aussi se finir au sprint, mais qui vont fatiguer les organismes. Et donc, l'étape 9, qui est l'étape des chemins blancs, qui clôture donc la première semaine, qui se tiendra le dimanche 18 mai, entre Giubbio et Sienne. Donc, on arrive à l'arrivée des Strade Bianche. On va passer par des chemins blancs. On a une étape avec du dénivelé, mais pas trop, 2340 mètres. Donc, c'est pas exactement le même type d'étape que celle des chemins blancs qu'on avait eu en Italie en 2021, où là, il y avait plus de montagnes et où Egan Bernal avait fait des gros écarts. Là, il y a moins de montagnes, c'est plus vraiment dans le style des Strade Bianche, et donc c'est vallonné, accidenté, pas mal de chemins blancs. Il peut y avoir des écarts au général. Peut-être que tout le monde va arriver groupé à Sienne, hein, c'est possible. Mais on n'est pas à l'abri d'une défaillance, d'un problème mécanique, d'une chute, ou même d'attaque de grande envergure par certains concurrents. Donc possiblement des écarts à Sienne. Après, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que certes, on aura eu un petit écart sur le chrono de 13 bornes initial. On aura eu cette petite arrivée au sommet à l'étape 7. Mais je pense qu'on n'aura pas encore des très très gros écarts. Donc je suis pas certain qu'on ait des coureurs qui mettent toute leur force dedans. Surtout vu de la troisième semaine.
On en reparlera juste après. Donc, première semaine accidentée, avec des étapes où on peut avoir des écarts. Le chrono, l'arrivée au sommet de l'étape 7 et puis l'étape 9 avec les chemins blancs. Ensuite, deuxième semaine qui commence directement avec des écarts au général avec un chrono. Chrono de 28 bornes, pas tout à fait plat, mais quand même plutôt plat. 125 mètres de dénivelé positif sur 28 kilomètres. Mais on va déjà avoir des gros écarts au général. Ça sera peut-être les plus gros écarts qui seront faits depuis le début du Giro sur ce contre-la-montre. Et après une semaine où on se fait absolument chier. Il se passe plus rien de la deuxième semaine. Vous pouvez éteindre la télé, regarder à chaque fois les 5 derniers kilomètres. C'est toujours des étapes de sprint ou des étapes pour baroudeurs. Bon, je rigole, il y a une étape qui arrive à Vicenza avec un mur de 1 km à 8%. Bon, voilà. Mais sinon, globalement, c'est des étapes pour baroudeurs ou pour sprinteurs. Donc, pas d'écart au général en deuxième semaine après ce chrono initial. Donc là, les favoris vont avoir le temps d'emmagasiner un peu de forme, de fraîcheur. Pas de fraîcheur, mais je veux dire, ils vont pas trop se dépenser. Et ensuite, la classique Giro, la dernière étape, la dernière semaine, pardon, qui est infernale. Donc, ils ont paniqué, chef, comme on pourrait dire. Énormément d'étapes avec de la très haute montagne, du dénivelé de zinzin. Première étape le mardi, arrivée au sommet très difficile à San Valentino, 200 km, 4700 mètres de dénivelé positif, c'est n'importe quoi. L'étape du lendemain, il devrait pas se passer grand-chose, mais on passe par le Mortirolo, donc ça fatigue bien les gens. Étape 18, un peu plus tranquille. Là, on va dire calme. Ça va être soit pour des sprints, soit pour des baroudeurs. Et ensuite, on finit en apothéose, étape 19 et étape 20, avec pareil, du dénivelé positif à gogo. Étape 19, 160 km, quasiment pas un mètre de plat à part au début de l'étape. 4900 mètres de dénivelé positif. On enchaîne trois gros cols, notamment. Bref, grosse étape de montagne, même si les pourcentages sont pas très forts. Et ensuite, étape 20, étape terrible de 200 km qui finit à Sestrières en étant passé par le Finestré juste avant. Donc terrible le Finestré, un des cols les plus durs d'Europe. 18 km à 9% avec des parties qui sont pas goudronnées. Ça va être un véritable chantier. En dernière étape du Giro, donc avant-dernière, parce que la vraie dernière étape, c'est la 21e à Rome. Mais donc, tout ça pour résumer, la dernière semaine, ça va être un véritable chantier avec beaucoup d'étapes très très dures. La question, c'est comment va se passer un peu ce Giro? Et ben, a priori, on va avoir des petits écarts en première semaine, petit écart avec le chrono du début de la deuxième semaine. Ensuite, plus rien pendant la deuxième semaine. Bon, il faudra être vigilant à pas tomber malade, ce genre de choses. Et ensuite, une dernière semaine dantesque. Euh, En termes de stratégie, ça incite quand même les coureurs à attendre la dernière semaine. Donc, je suis pas sûr qu'on ait un style de course très offensif dans les 2 premières semaines. C'est aussi peut-être une volonté du Giro d'avoir une course qui soit tendue, qui soit serrée jusqu'à la dernière semaine, parce qu'on se souvient que l'an dernier, Pogacar avait course gagnée dès le début. On s'était bien fait chier en termes de classement général. Là, cette fois-ci, en revanche, a priori du suspense, on en aura, surtout qu'on a une start list très équilibrée. Et a priori, ça devrait se jouer le classement général dans les étapes 19 et 20. Avant, il y aura déjà des écarts. Mais en fait, ces étapes 19 et 20 sont tellement dures que ça va vraiment cristalliser les attentes des coureurs. Et je pense que donc, la majorité des écarts devraient s'y faire pour les coureurs qui seront passés entre les gouttes avant. Ce qui fait qu'en termes de stratégie, il faudra être très bon en troisième semaine. Et il faudra être bon en chrono pour pas se faire trop latter sur les deux premiers chronos. Après, on a 13 et 28 km, c'est pas non plus très long. Un mauvais rouleur peut peut-être perdre 2 minutes, 2 minutes 30. Juste dans le Finestré, on peut reprendre 2 minutes, hein. Donc, vraiment, je pense que tout va se passer dans la dernière semaine. Et donc, c'est le moment de se pencher sur la start list. Et donc, on gardera en tête, pardon, l'idée que la dernière semaine sera vraiment cruciale pour ce Giro d'Italia. Et donc, on cherche des coureurs qui seront capables de la gérer parfaitement. Pour les favoris de ce Giro, on va se baser sur les codes de Winamax, comme d'habitude. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les deux premiers favoris sont cotés à la même cote quasiment, pardon. Le premier, c'est Primoz Roglic à 2,50 et le deuxième, c'est Juan Ayuso à 2,75. Ça montre vraiment que ça va être très très serré. Donc le favori, mais d'un poil pour les bookmakers, c'est Primoz Roglic. Et il faut dire que Primoz Roglic, avec le Giro, c'est un vieux de la veille, un vieux de la vieille, pardon. Primoz Roglic, il a maintenant 35 ans. Il a gagné 4 fois le Tour d'Espagne et une fois le Tour d'Italie, donc 5 grands tours. C'est quelqu'un qui est habitué à gagner, euh, qui a fait une très belle course sur le Tour de Catalogne, où
Jusque-là, en fait, il a très peu couru Primoz Roglic, hein, c'est dans ses habitudes, mais il prévoit de faire le doublé Tour de France, Giro plutôt Tour de France. On verra dans quel état il sera sur le Tour de France. Je pense que son objectif principal, c'est quand même le Giro, mais donc pour ça, il a couru que 2 semaines pour l'instant. Le Tour d'Algarve et le Tour de Catalogne. Et sur le Tour d'Algarve, il est passé au travers de sa course, tout simplement. Sur le Tour de Catalogne, on pensait qu'il était pas au top et qu'il allait se faire battre par Ayuso. Et oui, le même Ayuso. Mais sur la dernière étape à Barcelone, il nous a fait un petit numéro en solitaire, Primoz Roglic, qui a été assez impressionnant et donc qui lui a permis de s'imposer. Donc en termes de forme, a priori, Primoz Roglic est une horloge suisse. Il a très bien préparé son Tour d'Italie. On a vu qu'il était déjà fort sur le Tour de Catalogne, ensuite il est reparti s'entraîner au chaud. Donc le Tour de Catalogne, c'était quand même il y a un mois, puisque ça s'est fini le 30 mars, et que le Giro commence le 9 avril. Donc bon, entre-temps, il aura eu le temps de refaire un bloc d'entraînement très difficile, et on n'en doute pas trop, Primoz Roglic sera prêt pour ce Tour d'Italie. Euh, Tout d'abord sur la question du profil. Est-ce que le profil lui convient? Euh, on sait que c'est un très bon gestionnaire. Sur les chronos, il va pas perdre de temps, ou alors très peu. Reste à savoir si sur les étapes avec énormément de montagnes à la fin, il sera capable de gérer. Je pense que c'est un profil qui lui convient, même si on sait que Roglic aime bien pouvoir grappiller du temps par-ci par-là, des petites bonifs, et au final construire son capital au fur et à mesure des étapes comme ça, en faisant des petits écarts, mais en étant premier à chaque fois. Là, ce sera pas trop possible de mettre en place cette stratégie. Primoz Roglic, il pourra prendre un peu de temps sur l'étape 5, un peu de temps sur l'étape 7, et ensuite un peu sur les chronos, mais bon, Ayuso est très fort au chrono aussi, donc on verra. Moi, j'ai très peur aussi pour Primoz Roglic sur l'étape de Sienne. On sait que c'est un coureur qui a du mal à finir ses grands tours, donc il faudra vraiment qu'il arrive à passer entre les gouttes. Et ensuite, on verra sur cette troisième semaine s'il est capable de gérer. Il y a beaucoup de très hautes montagnes. Est-ce qu'il aura une équipe suffisamment forte pour l'entourer? C'est aussi un élément important. Il aura quand même Jay Hindley autour de lui, Daniel Felipe Martinez, Jan Tratnik, Giulio Pellizzari. Bon, Hindley a pas montré son meilleur niveau, Felipe Martinez non plus, mais l'an dernier, il fait seulement deuxième du Giro, donc bon, il avait fait une saison de merde et il a quand même réussi à faire deuxième du Giro derrière Pogacar, donc à surveiller. Pellizzari, qui était la pépite du Giro de l'an dernier, qui est maintenant passé chez la Red Bull. Bon, il a fait un début de saison anonyme. Le problème, c'est aussi que les nouvelles recrues chez Bora n'ont pas trop marché cette année. En revanche, il y a Jan Tratnik, qui lui est un équipier très solide. Donc globalement, très belle équipe pour la Red Bull, pour Primoz Roglic, ça, il y a vraiment à n'en pas douter. Il aura aussi des bons coureurs qui pourront l'emmener sur le plat, sur les étapes d'Estrade, par exemple, Gianni Moscon, Nico Denz, c'est des coureurs très précieux, Giovanni Aleotti aussi. Jan Tratnik, évidemment, donc il a quand même une très belle équipe, hein, Primoz Roglic. Même si on voit qu'il y a des équipes qui sont plus fortes en montagne, on parlera notamment de la UAE, il a quand même une équipe pour l'entourer. S'il montre les mêmes qualités que ce qu'il a montré sur le Tour de Catalogne, où il avait battu donc Juan Ayuso, évidemment, ça en fait un très grand favori. Si on se penche maintenant plutôt sur Juan Ayuso, donc qui est le deuxième favori, coté à 2,75. Tout d'abord, il est coté à 2,75 et ensuite il y a Adam Yates qui est coté à 7. Donc ce qui montre que on a une possibilité de double leadership du côté de l'UAE avec Adam Yates et Juan Ayuso. Euh, Juan Ayuso joue vraiment très gros sur ce Tour d'Italie. Il n'y a pas Pogacar, il y a énormément de coureurs très forts chez UAE. Donc avoir le leadership de l'équipe sur un grand tour, c'est quelque chose qui est pas fréquent. Donc là, il faut pas qu'il se loupe Juan Ayuso. Euh, Effectivement, il y aura Adam Yates qui sera aussi sur le tour d'Italie. Reste à savoir si Adam Yates sera dans un rôle de lieutenant ou un rôle de leader. Adam Yates, cette année, c'est assez compliqué. Il fait un début de saison compliqué. Je me répète un peu, mais sur le Tour d'Oman, il remporte le général. Bon, c'était pas la très grosse concurrence. Sur Tirreno Adriatico, 16e. Sur le Tour de Catalogne, 32e. Il est passé totalement au travers. Bon, il était plus dans un rôle d'équipier. Mais ouais, 32 ans et Damiette, 33 cette année. On verra, il est aussi prévu sur le Tour de France. Et donc on verra quels seront ses objectifs. Pour l'instant, c'est assez flou. Est-ce que il va plutôt se concentrer sur le Tour de France pour épauler à 100% Tadej Pogacar, ou est-ce que il va épauler à 100% Juan Ayuso ou être son co-leader sur le Tour d'Italie? C'est assez flou. Donc la condition d'Adam Yates laisse vraiment
très perplexe. Moi, je sais vraiment pas comment positionner Adam Yates au début de ce Tour d'Italie. Donc ça sera un élément de réponse qui sera très intéressant à voir sur les 2 premières semaines. Parce que sur les 2 premières semaines, si jamais il se laisse décrocher, on comprendra très vite qu'il est dans un rôle d'équipier. Après, s'il est toujours un peu dans le match, ça sera peut-être une épine dans le pied de la UAE finalement. Je pense que dans tous les cas, il perdra du temps sur les chronos par rapport à Juan Ayuso, parce que Juan Ayuso est très bon sur les chronos. Ensuite, on verra comment ça va se passer, mais donc un peu d'ambiguïté du côté de la UAE. Il y aura d'autres équipiers très forts. Arrieta, Baroncini, Isaac Del Toro. Isaac Del Toro, impressionnant à chaque fois. Rafael Maika, énorme leader, énorme lieutenant, pardon, Rafael Maika. Brandon McNulty, qui s'est montré très fort sur les classiques ardennaises. Jevine qui a l'air en forme. En tout cas, ça s'est vu sur le Tour de Romandie. Donc, une équipe très forte en montagne du côté de la UAE. Mais il y a cette petite ambiguïté entre Ayuso et Adam Yates. Moi, je pense que le leader sera quand même Adam Yates. C'est aussi ce que Juan Ayuso, pardon, c'est aussi ce que les bookmakers intuitent, puisque c'est lui qui est coté à 2,75 alors qu'Adam Yates est coté à 7. Mais donc, peut-être une petite épine dans le pied d'Ayuso finalement, plutôt que un bon lieutenant. Donc, on verra comment ça va s'organiser du côté de la UAE. Ça serait peut-être bien pour eux que les choses se clarifient assez tôt. Mais bon, si on en revient à Juan Ayuso, le problème, c'est qu'il n'a pas fini de grand tour depuis 2023. En 2024, on se souvient qu'il avait participé au Tour de France en rôle d'équipier de Tadej Pogačar, et puis il s'était passé un truc un peu bizarre, il avait pas roulé, etc. Sur l'étape qui arrivait à Valoir, il me semble, alors que Almeida s'était mis à la planche, s'était allongé par terre. Bref, il était parti du Tour de France dans des conditions un peu troubles. On s'est même demandé à la fin de l'année 2024 si Juan Ayuso allait continuer chez UAE. Ensuite, il avait fait une fin de saison très maigre, où il avait juste fait le Tour du Luxembourg, où il avait fini 5e au général, donc un peu compliqué. Mais là, en 2025, il revient à fond sur le devant de la scène. Il gagne la Drôme Classique, le trophée désolé, j'arrive pas à le dire, Laigueglia, pardon, désolé. Il gagne Tirreno Adriatico en se montrant très fort. Et il fait deuxième du Tour de Catalogne, seulement battu par Primoz Roglic. Donc, bon, Tour de Catalogne est un peu amputé de certaines étapes, on le sait, avec des conditions météo compliquées. Mais donc, Juan Ayuso semble vraiment très fort cette année, même s'il a quand même été battu par Primoz Roglic. Sur les grands tours, il avait fait la Volta à 2 reprises et c'est tout. Donc, j'espère que ça suffira pour lui. La Volta, il l'a faite en 2023. Donc en 2023, il avait seulement 20 ans à ce moment-là, au moment de la Volta, qui finit à la 4e position. On se souvient de cette Volta infâme gagnée par les Visma Leasebike, enfin à l'époque Jumbo Visma, Sepp Kuss, Vingegaard et Roglic qui étaient tous les trois sur le podium, avec Juan Ayuso qui était leur premier concurrent mais qui a fini que 4e. Donc voilà pour ses références sur un grand tour en 2023. Et puis en 2022, il avait fini 3e du Tour d'Espagne à 19 ans seulement. Ça c'était assez fou. Mais bon, derrière Remco Evenepoel, qui était aussi jeune à l'époque, derrière Henrik Mas, devant Almeida quand même et Arensman, devant Carlos Rodriguez, donc c'était quand même une belle référence, mais il finissait quand même à 5 minutes de Remco Evenepoel. Donc bon, il était très jeune et c'est assez difficile de se pencher là-dessus, mais il faudra quand même noter, garder en tête tout au long de la course que Juan Ayuso n'a jamais fait de grand tour depuis 2023. Donc c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, en termes de parcours, ça devrait évidemment lui correspondre. Sur les chronos, il sera très à l'aise. Je pense même qu'il est peut-être un poil plus rapide que Primoz Roglic. Donc là, sur les 2 chronos, il va pouvoir gagner du temps sur tous ses adversaires. Ensuite, sur la 3e semaine, il s'était montré assez fort en 2022 et en 2023 sur le Tour d'Espagne. Donc ça peut être aussi un bon argument pour lui. Et puis en montagne, avec Primoz Roglic, je pense que ça dépendra de la forme de l'un et de l'autre, mais les deux sont capables de se battre. Donc ça sera vraiment très intéressant comme duel. Et donc il aura cet avantage, Ron Ayuso, d'avoir une équipe très forte en montagne, d'avoir potentiellement des coureurs sur qui pourra utiliser pour se dire ah ouais, mais en fait on a un double leadership, donc tiens Primoz, il faudrait quand même que tu ailles rouler derrière, j'en sais rien, Isaac Del Toro, que tu ailles rouler derrière Adam Yates. Donc c'est un petit avantage pour Juan Ayuso d'avoir cette équipe qui est très forte. Ou alors ça peut être aussi une petite épine dans le pied, comme on le disait avec la présence d'Adam Yates. Donc deux énormes favoris, Primoz Roglic et Juan Ayuso, qui devraient a priori euh, se battre en duel pour la victoire sur le Tour d'Italie, à condition que les deux restent sur leur vélo évidemment.
Ça, c'est quand même une autre condition. Étant donné que Juan Ayuso n'a pas fait de grand tour depuis 2023 et que Roglic est habitué aux abandons, c'est pas impossible qu'il y en ait qu'un qui finisse la compétition. Donc bon, ce sera un élément à surveiller. Et ensuite, on passe à une énorme flopée d'outsiders. Là, je suis en train de regarder sur Winamax. Donc, je vous ai dit, il y avait Damietz qui est coté à 7. Après, on a Tiberi qui est coté à 20. Et si vous voulez, on a plus d'une dizaine de coureurs qui sont cotés entre 20 et 35. Donc ça montre qu'il y a un niveau très homogène derrière Roglic et Ayuso et Adam Yates. Et donc Tiberi est le premier qui est coté à 20. Ils sont trois à être cotés à 20. Tiberi, Storer et Landa. Tiberi, c'est celui en lequel j'aurai probablement le plus confiance entre les trois. Tiberi qui sera le leader de la Bahrain Victorious, donc avec Peyo Bilbao, avec Damiano Caruso. Donc il aura de solides lieutenants en montagne quand même. Tiberi, il a 23 ans seulement, mais il a déjà confirmé sur des grands tours. On se souvient, évidemment, bon, il avait abandonné sur la Vuelta en 2024, mais il avait fait le Giro, donc il avait fini à la 5e place, donc ce qui était déjà très solide. Derrière Pogacar, Felipe Martinez, Geraint Thomas et puis un Ben O'Connor qui avait eu un peu d'avance sur des échappées. Donc c'était quand même un beau résultat pour Tiberi, qui avait su gagner des positions au fur et à mesure, sans être jamais trop attaquant, mais c'est un coureur solide, Antonio Tiberi. Donc ça, c'est son, son tour d'Italie pardon, de 2024. En 2023, il avait fait la Volta, mais il n'avait pas trop joué le rôle de leader. Donc il a quand même un petit peu d'expérience dans les grands tours, même si il en a pas fait tant que ça parce qu'il a que 23 ans. Sur ce début de saison, il a été transparent au Tour d'Algarve, mais il a fait troisième de Tirreno Adriatico, et ensuite en abandon sur le Tour des Alpes. Donc le Tour des Alpes, le problème c'était il y a fin avril. Et donc là, on a début mai déjà le Tour d'Italie. Faudra voir dans quelles conditions Antonio Tiberi sera. Après, on sait que le plus dur sera en troisième semaine. Donc l'important, ça sera d'être en forme en troisième semaine. Et je pense que Tiberi, c'est un coureur assez solide. Et je pense qu'on peut compter sur lui pardon, pour être en forme pour cette troisième semaine. Donc c'est pour ça qu'il est quatrième en cote sur Winamax et que moi j'en fais mon favori pour la troisième place. Si Primoz Roglic et Juan Ayuso restent sur leur roue. Parce qu'ensuite, en face, on a Michael Storer qui est coté à 20. Michael Storer, lui, c'est l'effet inverse. Alors, sur le papier, je préfère Storer à Tiberi. Ceci dit, Storer, euh, il est peut-être un peu trop fort, en forme trop tôt, pardon. Il sera le leader de la Tudor, Michael Storer, et en termes d'équipier, ça va être un peu compliqué, quoi. Yanis Voisard, Marco Brenner, Florian Stork, bon, c'est très léger en termes d'équipier. Euh, et puis Michael Storer, donc je le disais, il a fait un Tour des Alpes fantastique, vraiment un niveau stratosphérique. Il a remporté d'une main de maître donc ce Tour des Alpes en mettant des écarts de fou, en partant très loin de l'arrivée à chaque fois. Donc il a montré qu'il avait passé un cap en étant revenu chez Tudor après son passage un peu avide à la Groupama. Reste à savoir est-ce qu'il sera capable d'être en forme en troisième semaine, parce que là, ce qu'il a montré sur le Tour des Alpes, c'était tellement impressionnant qu'on a un peu peur sur le fait qu'il soit pas en forme trop tôt. Parce qu'un pic de forme, ça se calcule avec précision. Et là, si jamais il était déjà aussi fort au Tour des Alpes, est-ce qu'il sera capable d'être en forme un mois après le Tour des Alpes pour la dernière semaine du Giro? C'est quelque chose qui est pas certain. Donc, gros point noir pour Michael Storer, pardon, ça sera sa capacité à garder cette forme. Peut-être qu'il était encore sur une pente ascendante pour le Tour des Alpes. Je dis pas le contraire. Peut-être qu'il a passé un palier vraiment phénoménal et qu'il sera injouable sur le Tour d'Italie. Heu, En termes de niveau affiché sur le Tour des Alpes, il était beaucoup plus haut que Tiberi sur l'ensemble de sa carrière, donc on peut se dire qu'il serait pour un favori plutôt pour la troisième place, voire même capable d'aller concurrencer les 2 devant, mais bon, moi j'ai très peur pour lui, en termes de durée de sa forme. En plus, sur le profil, les des étapes très alpines de la fin, ça lui convient parfaitement, mais il faudra passer toutes les étapes d'avant. Sur les chronos, Michael Storer, c'est quand même assez nul. Désolé de dire ça, mais il est pas très, très fort. Donc je m'inquiète un peu pour lui. Je m'inquiète pour lui sur l'étape des chemins blancs. Donc franchement, Michael Storer, on fera le point après la première étape de montagne de la dernière semaine pour voir s'il est encore dans le jeu, pour voir s'il est encore en forme. Mais là, c'est très difficile de se prononcer. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est coté à 20, comme Tiberi, comme Landa. Parce qu'avec son niveau qu'il a affiché sur le Tour des Alpes, il serait capable d'être bien mieux coté. Mais on a très peur déjà de ses capacités à être dans le coup pour le général en troisième semaine. Et ensuite d'avoir une forme encore au beau fixe à ce moment-là.
donc en plus de son équipe qui est assez faible. Donc Michael Storer côté A20, et puis côté A20, on a aussi Mikel Landa. Donc c'est la team des Michael, Mikel et Michael. Mikel Landa, donc qui sera le leader affiché de la Soudal Quick-Step en l'absence de Remco Evenepoel. Il aura autour de lui une équipe qui sera un peu multitâche, hein, Mikel Landa, qui sera pas trop dédiée pardon, à jouer pour lui en montagne. On aura peut-être Mattia Cataneo, pardon, qui est un bon équipier, James Knox à la rigueur, mais sinon tout le reste, c'est plutôt orienté sprint ou chasser des étapes. Il y aura notamment Paul Magnier qui sera aligné, Luke Lamperti, c'est des coureurs très jeunes capables d'aller taper une étape, mais qui vont pas du tout l'aider en montagne. Donc Mikel Landa qui sera un peu isolé. Mikel Landa quand même 35 ans, 36 à la fin de l'année, qui fait un début de saison correct. Hein, franchement, sur le Tirreno, il a fait 7e. Sur le Tour de Catalogne, il fait 4e. Ça sera son objectif principal de la saison, le Tour d'Italie. Il sera ensuite sur le Tour de France pour être le lieutenant pardon, de Remco Evenepoel. Donc je pense qu'il va arriver en bonne forme, Mikel Landa. Je pense que c'est un coureur qui est capable d'être en forme en troisième semaine et d'aller gagner du temps sur ses concurrents directs dans les étapes très difficiles dans les Alpes à la fin de la troisième semaine. Donc voilà. Je pense qu'il a à peu près la même force que Tiberi. Le problème, c'est qu'il va moins vite sur le chrono que tous les autres qu'on a cités précédemment, à l'exception de Storer. Mais Tiberi va lui prendre du temps, Roglic va lui prendre du temps, Ayuso va lui prendre du temps. Et est-ce qu'il sera capable de lâcher en montagne? Je sais pas trop. Donc surtout, il n'aura pas une équipe capable de lui emmener des grandes manœuvres. Donc voilà. C'est un coureur solide, Mikel Landa. Plus souvent en tant que lieutenant qu'en tant que leader unique. Si on regarde sur les grands tours, il a fait 8e de la Vuelta l'an dernier. Il était sur le Tour de France qu'il a fini 5e en étant le lieutenant de Remco Evenepoel. Donc ça, c'était vraiment comment dire, une sensation, une performance de haut niveau. Donc je pense que Mikel Landa, c'est quand même une carte très certaine pour être dans le top 5. Est-ce qu'il sera capable d'aller battre un Tiberi, par exemple? Ça, c'est une autre question. Donc je pense que sa cote représente assez fidèlement son état de forme. Moi, je le mets quasiment assuré dans le top 5, Mikel Landa, mais peut-être pas plus haut. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 20. Côté à 25, on a le leader de la Ineos, a priori, Thymen Arensman. À noter qu'il est coté à 25, mais qu'on aura aussi Egan Bernal qui est coté à 35. Donc le team Ineos qui aura a priori deux leaders affichés. Euh, donc en termes d'équipiers, on aura aussi quand même du Castroviero, du Brandon Rivera, du Tarling, du Ben Turner. Donc on aura des gars qui seront capables de les accompagner sur les terrains un peu accidentés, sur les étapes d'estradé. On sait que Egan Bernal, c'est quelqu'un qui est à l'aise sur les chemins blancs. Néanmoins, j'ai quand même un peu peur pour Egan Bernal. C'est un coureur que j'aime beaucoup, surtout depuis sa chute. On aimerait vraiment pardon, le voir revenir à un très bon niveau. L'an dernier, sur le Tour de France, il était loin du compte, il finit 29e. Et sinon, depuis, il a pas vraiment, depuis sa terrible chute à l'entraînement, il n'a pas vraiment pesé sur un grand tour. Donc c'est un peu compliqué. Cette année, il était bien parti en faisant le doublé sur les championnats de Colombie, sur le contre-la-montre et sur la course en ligne, mais il avait chuté sur la Classica Rennes Interior. Et ensuite, on l'avait vu sur le Tour de Catalogne où il avait fait 7e. Bon, c'était un parcours qui était un peu écourté, donc c'est un peu compliqué de voir, mais il fait 7e. Derrière Lorenz de Plus, par exemple. Derrière Lenny Martinez, Mikel Landa, Enric Mas, Juan Ayuso, Primoz Roglic. Mais surtout, moi, j'ai très peur qu'Egan Bernal soit pas capable de tenir la longueur. Depuis sa chute, c'est plus un homme aussi fort que ce qu'il était avant. Et ce sera vraiment la très grande inconnue de savoir comment Bernal sera capable de gérer une troisième semaine de grand tour. Donc c'est ce qui me fait un peu peur. Moi, je verrais plutôt quand même Thymen Arensman, à l'instar des bookmakers, hein, puisqu'ils le mettent à 25, alors que Bernal est plutôt coté, lui, à 35. Arensman, 25 ans, euh, il commence à être un sacré taulier des courses par étapes. Jamais vainqueur, mais souvent bien placé. Il fait 6e du Giro l'an dernier. Il abandonne sur la Vuelta, mais 6e du Giro quand même. 6e du Giro encore l'année d'avant, en 2023. Donc il commence à enchaîner les perfs solides. En 2022, il avait fait 5e de la Vuelta aussi. Donc il a prouvé à plusieurs reprises, Thymen Arensman, qu'il était solide sur les courses par étapes, sur les grands tours de 3 semaines. Donc je pense qu'on aura un top 10 quasiment assuré de Thymen Arensman. Là où je vois peut-être Bernal craquer en troisième semaine, je pense qu'Arensman sera capable d'être au rendez-vous.
Sur ce début de saison, quatrième du Tour de la Communauté de Valence, 17e en Algarve, donc là ça pêche un peu. Troisième de Paris-Nice, donc ça c'était vraiment une belle perf. Derrière Jorgensen et puis Lipovitz, devant Sheffield, Storer, Almeida par exemple. Donc c'était une belle performance. Et puis ensuite il y a eu ce Tour des Alpes où il finit deuxième, euh, où il était mal placé au début. Il a fait un gros numéro en solitaire pour quasiment prendre la première place, seulement battu par Michael Storer qui était sur un nuage. Et quand même avec 2 minutes 30 d'avance sur Derek G, sur Giulio Ciccone 1 minute de plus. C'est pareil sur Félix Gall. Donc c'était une belle perf de la part de Thymen Arensman. Donc je pense que c'est un coureur très solide qui sera forcément dans le top 10. Sa place, ce sera peut-être encore sixième, comme les 2 années précédentes. Mais je pense qu'on devrait le voir naviguer en tout cas autour de cette position. Et je suis un peu moins optimiste malheureusement pour Egan Bernal. Ensuite, on arrive dans les coureurs qui sont cotés à 30. Il y en a deux, et ils sont dans la même équipe, et ils sont dans l'équipe de Primoz Roglic. Donc ça, c'est un peu con. Felipe Martinez, donc Daniel Felipe Martinez qui est coté à 30. Pareil pour Jay Hindley. Euh, je pense que dans cette cote à 30 de ces deux coureurs, on met la possibilité que Roglic se casse la gueule et qu'on ait besoin d'un leader de rechange. Et là, entre les deux, franchement, je sais pas trop qui je vois. Les deux font un début de saison merdique. Daniel Felipe Martinez, il fait quand même deuxième de Giro l'an dernier, donc on peut pas lui mettre une cote plus basse, plus haute, pardon. Jay Hindley, c'est un ancien vainqueur de Grand Tour, mais bon, ça fait longtemps qu'il patine un peu. Là, il fait un début de saison vraiment compliqué. Huitième du Tour des Alpes, c'était pas très bien. Cinquième de Tirreno Adriatico, c'était solide, mais neuvième du Tour de la Communauté de Valence, bon, c'est pas des résultats splendides, hein. Sur le Tour des Alpes, il se fait quand même battre par Damiano Caruso, par Max Poole. Bon, c'est pas un très très bon résultat, quoi. Donc, faut pas que Roglic tombe quand même, je pense, pour la Red Bull Bora. Mais donc, ils sont cotés à 30. A priori, leader en montagne, mais leader de rechange, lieutenant en montagne, mais leader de rechange si jamais il arrive malheur à l'ami Primoz. Coté à 35, ensuite, on a Derek G. C'est intéressant d'en parler. Derek G qui sera le leader de la formation Israël, qui aura des bons coureurs autour de lui. Simon Clark, Marco Frigo, Jan Hirt, qui a changé d'équipe. Nick Schulz, bon bah voilà, ils vont aller chercher les étapes, les Israël. Il aura quand même quelques mecs qui pourront tenir un petit peu en montagne si jamais. Et puis surtout, Derek G, c'est quand même un coureur qui est en train de confirmer le talent qu'on a vu sur le Tour d'Italie en 2023 où il avait fait 4 fois deuxième quand même d'étape. Sinon, donc en 2024, Derek G s'était concentré sur le Tour de France, qu'il avait fini à une 9e place. Vu le niveau de ce Tour de France, c'était quand même un bon résultat. Et puis là, en 2025, il gagne au Grand Camino. Bon, il n'y avait pas une concurrence folle. On va pas s'exciter. Il finit devant Piganzoli et Magnus Cort. Donc bon, voilà. Bon, pas besoin de s'exciter là-dessus. Par contre, à Tirreno, il fait quatrième. Ça, c'était une très belle perf. Derrière Ayuso, Ghana et Tiberi, bon, il y avait l'exception de Ghana, mais il finit quand même devant Hindley, Pidcock, Landa, par exemple. Donc, belle perf de Derek G. Et puis ensuite, Derek G est allé sur le Tour des Alpes où il finit troisième, derrière Storer et Arensman qui ont lancé des grosses offensives. Donc, il confirme qu'il est dans une plutôt bonne forme. Et moi, je pense que Derek G va faire un top 10 sur ce Tour d'Italie. Sur les chronos, il roule plutôt bien, donc il sera bien placé à l'aube de la troisième semaine. Et je le vois capable de contenir un peu ses adversaires au top 10 pour conserver sa place sur la dernière semaine. Donc voilà, pourquoi pas un top 10 pour Derek G. Ça me semble pas déconnant. C'est pour ça que les bookmakers pardon, le mettent à 35. Tout comme Egan Bernal, dont on a déjà parlé, tout comme Isaac Del Toro. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. On avait parlé d'Adam Yates, mais Isaac Del Toro est coté à 35. C'est possible qu'Isaac Del Toro fasse un top 10 au général. C'est vraiment quelque chose qui est envisageable. Bien évidemment, Isaac Del Toro est très très jeune, mais on sait que c'est un coureur qui a énormément de qualité. Donc voilà, ça m'étonnerait pas, il a 21 ans seulement, mais un top 10, ça serait franchement envisageable. Pour l'instant, il a jamais joué sa carte sur un grand tour. Il a quand même fini la Vuelta l'an dernier, ce qui montre que il est quand même capable d'encaisser 3 semaines, et il sera de plus en plus capable de le faire. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est coté à 35, Isaac Del Toro, c'est parce qu'on envisage qu'il soit capable de faire un top 10.
Côté A35, on a aussi Richard Carapaz. Donc là, c'est un tout autre style de coureur. Richard Carapaz qui sera le leader du Team IF. Il aura Hugh Carty, Jefferson Cepeda pour l'aider en montagne, Georg Steinhauser aussi, qui a affiché parfois un bon niveau. Et donc l'énigme Carapaz. euh, on se souvient donc Carapaz vainqueur du Giro en 2019, évidemment, mais c'était déjà il y a 6 ans. Carapaz qui fait un début de saison fantomatique. On l'a vu nulle part, tout simplement. Euh, L'an dernier, il fait quand même quatrième de la Volta. Juste avant, il s'était troué sur le Tour de France au général, mais il avait fait une troisième semaine de folie. Euh, donc, c'est vraiment la force, je pense, de Richard Carapaz. C'est que si jamais il est encore placé pour le général en troisième semaine, là, il sera difficile à aller chercher parce que c'est un coureur qui a une bonne récupération, une bonne endurance. Mais c'est possible qu'après l'Albanie, il soit déjà hors jeu, en fait. C'est le problème avec Richard. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, hein. C'est parce qu'il est tellement inconstant. Il est capable de faire le meilleur comme le pire. Donc, moi, je crois pas trop à une victoire de Richard Carapaz au classement général. Mais on attendra la troisième semaine. Et si jamais il est encore positionné avant la troisième semaine, alors là, il sera remonté beaucoup plus haut dans les stats. Et je pense que beaucoup de gens auront peur de lui. Côté à 35, on a aussi Simon Yates. Simon Yates qui devrait être le leader de la Visma Lease the Bike. Visma Lease the Bike qui est un peu décimé, qui a perdu par exemple Kenneth Brooks qui est pas trop en forme ces derniers temps. Donc Simon Yates pourrait être le leader au général, mais bon. Est-ce qu'il va vraiment jouer le général? Ça, c'est autre chose. Une team Visma Lease the Bike qui sera résolument portée autour de Wout van Aert et de Koy pour gagner des étapes. Après, on verra si Simon Yates est capable de faire quelque chose. Donc, il a changé d'équipe cette année. Pour l'instant, il a rien fait. 9e du Tour de Catalogne, 14e du Tirreno Adriatico en étant fantomatique. Euh, 12e du Tour de France l'an dernier où il était un peu invisible et où il jouait les étapes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Simon Yates à son meilleur niveau. On le rappelle, il a quand même gagné le Tour d'Espagne en 2018, c'était il y a tellement longtemps. Il nous a fait des grosses émotions sur le Tour d'Italie euh, par le passé, mais bon, c'est vraiment l'inconstance incarnée, Simon Yates. On ne sait pas trop ce que ça donne dans cette nouvelle équipe Visma Lease the Bike, donc grosse inconnue. Franchement, le parcours peut très bien lui convenir, hein, mais j'en sais rien. C'est Simon Yates, quoi. C'est un gars capable d'écraser tout le monde, puis de faire une énorme défaillance le lendemain, donc grosse interrogation. Un peu au même rang que Richard Carapaz, voire même un peu en dessous, donc c'est pour ça qu'il est coté à 35. Puis ensuite, côté à 40, on a Giulio Ciccone et Tom Pitcock. Euh, Giulio Ciccone sera le leader pour le classement général de la Lidl Trek. Lidl Trek qui sera plutôt tourné sur les étapes, avec Mats Pedersen notamment, Matthias Vacek, ce genre de gars. Giulio Ciccone devrait donc avoir sa carte pardon, pour les classements généraux. Il fait une deuxième place à Liège-Bastogne-Liège où il semblait vraiment fort. Au sortir d'un Tour des Alpes qu'il a fini à la quatrième place. Donc reste à savoir si Ciccone sera encore en forme pour son tour national. On sait que c'est une course qui lui tient énormément à cœur. L'an dernier, il fait 11e du Tour de France. Il abandonne sur le Tour d'Espagne. Mais bon, le Tour de France, on sait que c'était un niveau assez compliqué l'an dernier. Euh, En 2023, il avait fait 32e du Tour de France. Il n'avait pas joué de classement général sur un autre grand tour. Donc ça commence à remonter en fait. Le dernier moment où Ciccone a fait un bon classement général. Et donc c'est pour ça qu'il est coté si loin en termes de résultats au classement général. Je pense qu'il faut plutôt attendre de lui qu'il aille chercher des étapes. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 40. Et c'est pareil pour Tom Pitcock. Je vois pas un seul instant Tom Pitcock jouer le classement général. Surtout parce qu'il était focus lui sur les classiques ardennaises. Donc avoir deux pics de forme si proches l'un de l'autre comme ça sera compliqué. Donc je pense que Pitcock va se résoudre aussi à jouer les étapes. Et ensuite j'en parle parce que c'est les deux Français. Côté à 75, donc c'est beaucoup plus haut que Pitcock et Ciccone, David Gaudu, qui sera le leader de la Groupama FDJ. Euh, c'est compliqué hein, pour David Gaudu en ce début d'année. C'est une équipe qui sera résolument tournée autour de lui. Mais là, sur le Tour de Romandie, il pète. Il fait 30e. Sur Tirreno, il chute, il abandonne. Sur l'Estrade Bianche, il chute, il abandonne. Troisième du Tour d'Oman. Bon, c'est pas une très grande référence. En fait, sa dernière bonne référence, c'était le Tour d'Espagne. Il finit à la 6e place en 2024. Quand même derrière des gros noms.
D'ailleurs, Skelmose, Carapaz, Henrik Mas, Ben O'Connor, Primoz Roglic, énormément de gros coureurs, mais c'est vraiment compliqué Gaudu cette année, donc là, vu la forme inquiétante qu'il a montrée sur le Tour de Romandie, j'ai un peu peur pour lui. Après, la bonne nouvelle pour la France et pour David Gaudu, c'est que tout va se jouer en troisième semaine. Donc tâche à David Gaudu de rester présent dans la course jusqu'à la troisième semaine. Et puis ensuite, on verra ce qu'il est capable de faire, s'il joue plutôt les étapes ou s'il joue le général. Et côté à 125, donc après on monte en flèche, on aura Romain Bardet, qui devrait être co-leader de l'équipe Picnic Postanel. Picnic Postanel qui fait un début de saison très compliqué. Bardet qui devrait donc être le leader pour son dernier grand tour, avec Max Poul, qui sera le leader unique, je ne sais pas trop. Max Poul seulement 22 ans, qui fait 7ème du Tour des Alpes, on attendait un peu mieux de lui quand même. Après sinon, 35ème du Tour d'Espagne. En fait, Max Poul n'a pas encore de référence sur une course de 3 semaines, donc je pense que Romain Bardet aura un leadership très clairement là-dessus. Après, Romain Bardet, pour son dernier grand tour, j'ai un peu peur. Sur Liège, il n'est pas capable d'accrocher les bons groupes. Il fait un Tour des Alpes compliqué où il finit à la 10e place au général. Euh, j'ai très très peur pour Romain Bardet. Et je pense que on va vite voir qu'il va se concentrer sur les étapes. Mais donc voilà, pour Romain Bardet. Donc c'était les principaux favoris du Tour d'Italie. Il y a des équipes qui n'ont pas forcément de coureurs à placer, qui seront plutôt dans la course au maillot du meilleur sprinter. On pense évidemment à Mats Pedersen, à Wout van Aert, à Olaf Koy. On a des équipes qui vont plutôt se baser sur les étapes. Mais donc voilà pour les favoris. Je pense qu'on a vraiment un duel entre Ayuso et Roglic, mais c'est pas impossible qu'il y en ait un qui flanche complètement, qui soit qu'il abandonne, ou alors qu'il soit totalement largué au général. Donc j'espère qu'on aura quand même quelque chose d'assez serré. Euh, Tout devrait vraiment se jouer dans la dernière semaine, donc on va pas mal s'ennuyer pendant les 2 premières semaines, je pense. Pour espérer un feu d'artifice en dernière semaine, j'ai un peu peur quand même de l'effet euh, trop difficile des 2 dernières étapes. Je suis pas sûr que les premières étapes de la troisième semaine soient vraiment mm, soient vraiment bien utilisées. J'aime beaucoup sur le papier l'étape 16, qui est vraiment peut-être celle qui est la mieux tracée, très très dure, mais qui arrive à San Valentino. Mais vu qu'elle sera juste avant une semaine d'enfer, j'ai peur qu'on se livre pas à 100% et qu'on attende même la dernière étape avec le Finestré pour s'expliquer. Et là, ça ferait un peu un Tour d'Italie qui tournerait en autre boudin, pardon. Donc, on fera le point à chaque fois, à chaque jour de repos pour voir comment ça se passe, mais a priori, quand même, un duel entre Roglic et puis Ayuso dans la dernière semaine, et peut-être même qui se résumera à la dernière étape. Mais donc, ce qui est intéressant par contre, c'est qu'on a un pool d'outsiders qui est très important. Moi, je vois quand même Tiberi bien placé dans cette course-là. Pareil pour Thymen Arensman. Egan Bernal, on l'a dit, c'est compliqué. Pareil pour Derek G, Mikel Landa. Je pense que c'est des coureurs qui seront bien placés et qu'il sera très intéressant de suivre. Et puis on verra aussi un peu ce qui se passera au sein de l'équipe UAE, avec une ambiguïté un peu avec Adam Yates. Pourquoi pas un top 10 d'Isaac Del Toro, donc il y aura certains enjeux qui seront assez intéressants à suivre. Et puis côté français, alors déjà il n'y a pas beaucoup de Français qui sont alignés sur le Tour d'Italie. Il y aura Simon Guglielmi pour Arkea, Geoffrey Bouchard, Dorian Godon et Nicolas Prudhomme pour AG2R. Bon, voilà, ça va pas casser trois pattes à un canard. Anthony Pérez et Hugo Toumiré pour Cofidis. La Groupama qui sera autour de Godu, avec notamment Quentin Paché. Donc l'énigme Godu, évidemment. On ne sait pas dans quel état de forme il sera. Il y aura quand même Paul Magnet qui sera très intéressant à suivre sur les victoires d'étape. Ça sera son premier grand tour où on le verra vraiment avoir une place importante. Et puis le dernier grand tour de Romain Bardet, évidemment, euh, qui sera à suivre avec attention. Et moi, franchement, en termes de petite attraction, je me note quand même Michael Storer qui m'a fait un peu rêver sur le Tour des Alpes. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il sera capable de faire sur le Giro. Et ça sera peut-être rien, hein, mais c'est une éventualité qu'il faut prendre en compte. Mais donc voilà, c'est un Tour d'Italie qui paraît quand même assez intéressant sur le papier en termes de suspense. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour le programme de la première semaine. Salut!